moi, je suis donc Yves Armel Martin, je dirige le Bureau des Possibles, qui est une petite agence qui accompagne les clients dans des démarches d'intelligence collective. Et notamment, on organise des événements, des ateliers collaboratifs plus ou moins ambitieux. Et la plupart se passaient en présentiel, vous savez, en brainstorm, on fait des choses. Mais depuis le confinement, on fait ça, mais à distance, à travers les outils numériques, en attendant de pouvoir se retrouver physiquement. Voilà, je suis un Breton exilé à Lyon depuis 25 ans. J'ai 2 enfants et voilà, la petite présentation. Alors, le conseil que je voudrais vous donner à vous qui organisez des réunions ou des ateliers en visioconférence, c'est de prendre en compte les besoins des personnes. Et pour ça, on pourrait les regarder sous l'angle des 3 dimensions de la personne. Quels sont les besoins du corps, quels sont les besoins du cœur et quels sont les besoins de l'esprit. Voilà. Et on a à faire ça, quelle que soit l'activité qu'on met en œuvre, mais dans le cadre d'une situation de réunion à distance, quels seraient les besoins du corps? Alors, vous voyez que la posture corporelle, on est assis, on est derrière un écran, donc elle est assez contrainte. Donc forcément, il faut prendre en compte les besoins des personnes qui vont être là. Donc on est sur des contrats de temps qui sont plus courts que quand on est sur des réunions présentielles. Hein, là où on pouvait faire une réunion qui durait 2 heures, on va faire une réunion qui ne dépasse pas 1h15, ou plutôt souvent sur des réunions qui font 45 minutes à 1h15, en tout cas sur certaines séquences, donc plus court. Si on doit travailler sur une journée ou sur une demi-journée, on prévoit des pauses, pratiquement une pause par heure. C'est-à-dire que toutes les heures, hop, on se lève, on prend 5 minutes, on ouvre la fenêtre, on peut aller aux toilettes, on peut boire un verre d'eau, on prend une pause plus longue d'1 quart d'heure au bout de 2 heures. Ça semble secondaire, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas bien dans leur corps, ils ne vous écouteront pas, ils ne pourront pas participer. Voilà. Vous pouvez aussi dire à vos participants qu'ils peuvent couper la vidéo parce qu'ils peuvent ne pas être à l'aise avec leur corps, avec leur environnement qui est derrière, et qu'ils ont le droit de se lever. Dès qu'on a un casque comme moi, vous voyez, ben moi, il n'y a pas de raison, je peux me mettre un peu plus loin, je peux parler, je peux utiliser mon corps, il n'y a pas de raison, je ne suis pas voué à rester collé derrière mon écran toute la journée, toute l'après-midi pour avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe en fin de semaine, alors que finalement, on peut se déplacer. Donc, mais tant que vous ne donnez pas l'autorisation aux gens de se lever, ils ne vont pas se lever, ils vont rester derrière leur chaise devant leur ordinateur. Vous voyez. Après, alors, le corps, c'est aussi tous les aspects matériels. Évidemment, les problèmes numéro 1, c'est les problèmes de son. Hein, donc, il faut autant que possible, quand vous animez quelque chose, vous voyez, moi, j'utilise mon casque et puis qui a son propre micro intégré, ça me laisse les mains libres. Et puis, j'ai un niveau de son qui n'est pas idéal, mais qui est quand même très correct. Du coup, j'entends bien ce qui se passe, etc. Donc, attention au son. Et la première consigne qu'on donne aux participants, c'est de faire attention au son, de couper les micros par défaut et de ne l'ouvrir qu'au moment où ils prennent la parole. Ça, c'était le niveau du corps. Le niveau du cœur, le niveau du relationnel, voilà. Donc, peut-être 2 dimensions. La dimension de l'inclusion, et ça, c'est valable pour n'importe quelle réunion. Il faut que les gens se sentent accueillis, d'accord, se sentent inclus, appartenant au groupe. Et pour ça, simplement, des fois, c'est un petit mot, c'est un mot d'accueil. C'est aussi légitimer leur présence. Parfois, les gens viennent à une réunion, mais ils ne savent pas s'ils ont raison d'être là ou pas. Si vous voulez qu'ils soient là, eh bien, il faut leur expliquer pourquoi vous aviez besoin d'eux et qu'ils ont tout à fait le droit de prendre la parole, etc. Alors après, ça dépend du nombre de personnes qui sont là. Quand on n'est pas nombreux, on fait un tour de table. Quand on est nombreux, eh ben, on fait un petit sondage en ligne. On demande à chacun de se présenter dans le chat, vous voyez, et puis quand ils mettent leur nom, on dit ah tiens, salut la Normandie ou bonjour un tel, etc. Du coup, ils se sentent accueillis. Et en même temps, vous gérez le problème de l'asymétrie des temps de parole. Parce qu'évidemment, on est en mode talkie-walkie. Donc, ça veut dire que si vous êtes l'animateur, vous ne pouvez pas donner la parole à chacun, ça prend trop de temps. Et donc, du coup, vous allez utiliser le chat pour faire ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je réexplique comment ça marche, le chat, la conversation, où est-ce qu'on le trouve sur l'interface, parce que tout le monde n'est pas à l'aise. Tout le monde débute toujours quelque part. Et donc, on n'hésite pas à réexpliquer les règles de base. Ceux qui savent déjà, ça ne va pas les déranger. Ceux qui ne savent pas, ils ne seront pas en difficulté. Ça, c'est l'inclusion. La deuxième chose, c'est le contrôle. Et le contrôle, c'est les règles. Et les règles du jeu. Si on doit jouer à une partie qu'on ne connaît pas les règles du jeu, on est mal à l'aise et il peut y avoir des rapports de pouvoir, etc. Donc, les règles, la règle du temps. À quelle heure va finir la réunion? On donne souvent les heures de début, mais à quelle heure ça va se terminer pour pas que les gens stressent ou qu'ils partent au milieu, etc. Vous donnez l'heure de fin.
Il y a l'heure de début, mais généralement aussi, c'est la ponctualité qu'on attend des gens. Hein. Vous savez que suivant les territoires, les pays, les lieux, etc., on va accepter 1 minute d'attente, on va accepter un quart d'heure de retard, etc. Il faut juste que ce soit clair entre vous et que vous l'annonciez. On commencera pile à l'heure où on se donnera 3 minutes ou 3 minutes pour accueillir les derniers, mais on y va après. Voilà. Donc, les règles de temps, les règles de prise de parole, super important. C'est-à-dire que si vous l'avez dit à l'avance, par exemple, il y aura un temps d'explication et puis il y aura un temps où on fera un tour de table et chacun pourra prendre la parole une fois, par exemple, ou alors on aura des temps de travail en petit comité. Les règles sont bien établies à l'avance. Si elles ne sont pas établies, eh bien certains vont prendre la parole parce qu'ils se sentent autorisés, sauf qu'ils vont truster la moitié de la réunion et ce ne sera pas équilibré pour ceux qui n'auront pas pris la parole. Et j'en arrive du coup à la dernière règle, enfin de parole, c'est l'équilibre des temps de parole. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais par exemple, si vous rentrez dans un moment collaboratif dans votre réunion, ce qui n'est pas forcément tout le cas, sur ce moment-là, si la règle, c'est intéressant d'avoir une règle d'équilibre des temps de parole, et auquel cas vous l'annoncez au début, de manière à éviter qu'il y ait une ou deux personnes qui trustent toute la conversation et que du coup certains ne se sentent pas à leur place. Voilà. Dernière règle que vous pouvez dire, c'est les règles de décision aussi. Comment on va prendre des décisions si on prend des décisions? Évidemment, ça dépend du type de réunion que vous mettez en place, mais ça arrive très souvent qu'on fasse des réunions où on veut prendre des décisions, mais on ne sache pas du tout comment vont être prises les décisions, si c'est la majorité, si c'est le conseil d'administration, si c'est le grand chef qui tranche à la fin ou pas. Et du coup, ça crée des ambiguïtés qui fait que les gens ne sont pas à l'aise. D'accord? Tout ça, c'est la qualité relationnelle finalement qui est derrière. C'est pour ça que je mets ça au niveau du cœur, vous voyez? Et donc, j'en arrive à la dernière partie, les besoins de l'esprit. Alors là, ce n'est pas l'esprit dans toutes ses dimensions, hein, c'est essentiellement les besoins de l'esprit, d'une part du côté du mental et de l'autre du côté du sens. Le mental, alors c'est plutôt le cerveau que l'esprit. Quelque part, il y a de la fatigue cognitive, hein, quand vous allez passer la journée à regarder des gens, comme vous me voyez en ce moment, là, dans un petit écran qui parle. Quand on a peut-être plutôt une mémoire visuelle qu'une mémoire auditive, eh bien, c'est bien d'utiliser des supports visuels avec, par exemple, des slides, avec des textes, avec des mots, avec des images, pour que la personne qui regarde se repose quelque part et puisse avoir une accroche de sa concentration par la lecture en complément de ce qu'elle a à l'audio, parce que si elle est plus visuelle et qu'elle a que de l'audio, eh bien, elle va se fatiguer. Voilà. Et puis, pour lui simplifier la vie, vous leur donnez à la fin de la réunion tous les supports que vous avez partagés en l'annonçant. Comme ça, ils ne sont pas obligés de prendre des notes et ils gagnent du temps et se rendent plus disponibles. Ça, c'est la fatigue mentale. Et je termine sur l'esprit. C'est la question du sens. C'est-à-dire que quand on fait une réunion, quand on réunit des gens, il faut toujours répondre à la question du pourquoi. Pourquoi on est là? C'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble aujourd'hui? Quel but poursuivons-nous ensemble? Et qu'est-ce qu'on veut avoir atteint à la fin de cette réunion? Est-ce qu'on veut avoir juste échangé des conseils? Est-ce qu'on veut avoir appris quelque chose? Est-ce qu'on veut avoir pris une décision? Est-ce qu'on va avoir décidé? Voilà. Pourquoi on est là et quelles sont les fins que l'on poursuit? Ça, c'est quelque chose à dire aussi dès le début et qui est important de donner du sens pour tous les gens qu'on invite à nos réunions. Voilà les 3 niveaux sur lesquels il me semble intéressant de travailler et de prendre soin des gens que vous invitez à vos réunions en ligne. Alors, en fait, tout dépend de ce que… Alors, il y a différentes postures. Il y a, soit on est à des moments où on est plutôt descendant, donc on veut diffuser une information à un grand nombre de personnes, auquel cas on fait une vidéo, on la met sur YouTube et on n'a pas besoin de faire une réunion sur Zoom, d'accord? Si on veut prendre un peu des questions sur le chat, etc., bon, voilà, on peut ouvrir, c'est ce qu'on appelle un webinar. Un webinar, c'est quand même asymétrique, il y a quelques-uns qui parlent et puis les autres qui assistent, mais il y a un petit peu d'interaction. Après, on a des outils d'interaction comme les sondages en ligne ou des choses comme ça qu'on peut faire, qui peuvent rendre des choses un peu plus techniques, mais c'est un peu plus interactif. Mais tout ça, ça reste quand même asymétrique entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Voilà. Après, si on veut que les participants vraiment soient en mode de coopération et qu'ils puissent être à égalité, là, il faut être dans des échelles qui sont plus petites qu'un grand groupe. Et pour moi, souvent, j'utilise le nombre 7. Je pense que quand on est à une échelle de 7 personnes, on arrive à savoir qui est là autour de la table, retenir tous les prénoms. Et le temps de faire un tour de table, si chacun prend 1 minute, ça va prendre 7 minutes. Ça reste dans un cadre cognitif qui est bien. Si vous avez 20 personnes, un tour de table où chacun prend 1 minute, ça fait 20 minutes.
Quand le 20e a parlé, vous avez obligé ce qu'on dit les 13 premiers, vous vous rappelez que les 7 derniers. Parce qu'en fait, on a une mémoire de poisson rouge qui fait qu'on retient à peu près 7 éléments simultanés. Hein. Vous mettez 7 éléments sur une table, vous le mémorisez. Quand il y en a un 8e, vous oubliez le premier que vous avez mis sur la table. Et donc, moi, j'aime bien faire des groupes d'autour de 7 personnes. Alors, que ce soit 6, que ce soit 8, 9, ça tient à peu près. Mais c'est une bonne échelle dans laquelle on peut quand même donner la parole à chacun et que chacun ait de la place quand même pour s'exprimer et participer à ça. Et donc, c'est pour ça que alors moi, j'utilise en ce moment pas mal Zoom, puisque c'est aujourd'hui la seule plateforme qui le fait. Mais normalement, Teams de Microsoft devrait l'ouvrir ce mois-ci ou le mois prochain. C'est qu'on a la possibilité dans Zoom de créer des sous-salles. Donc, on se met tous ensemble, on est par exemple 15, 20 ou 30. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur Hack My Bible la semaine dernière. Et puis, une fois que tout le monde était au courant, avait la vision partagée, hop, on a éclaté en 3 petits groupes, où on était 7 dans les petits groupes. Et là, on a passé une demi-heure, 3/4 d'heure à travailler en petits groupes, chaque petit groupe étant indépendant, avançant sur sa contribution, chacun ayant un espace de parole pour prendre la parole. On peut faire des tours de table ou laisser, plus le groupe est petit, plus moins on a besoin de diriger. Et puis, à la fin de ce temps, hop, remise en commun. Mais là, évidemment, ce n'est pas les 20 qui parlent, c'est un représentant par équipe qui font la mise en commun et l'utilisation du chat ou éventuellement de lever la main pour que quelques-uns interviennent en plénière. Voilà.